L'histoire des amours de Tristan et Iseux constitue l'un des plus grands mythes universels et remonte au Haut Moyen-Âge, lorsque les Bretons peuplaient les deux rives de la Manche. La figure complexe et multiple de la belle Iseux renvoie à la place des femmes dans les sociétés celtiques anciennes. Le récit des amours de Tristan et Iseux, Isolde ou Essilt en gallois et breton, a passionné l'Europe et le monde entier depuis plusieurs siècles. Parallèlement au premier roman arthurien, l'histoire de ces deux amants se développe particulièrement à partir du XIIe siècle. Elle s'inscrit dans ce que l'on nomme la matière de Bretagne, un ensemble de récits plus ou moins légendaires, recueillis probablement auprès de bardes gallois ou bretons qui se les transmettaient de manière orale. Mais la légende n'en possède pas moins quelques fondements historiques. En témoigne une pierre gravée au Haut Moyen-Âge à Casteldor, en Cornouailles-Britannique. Elle mentionne la tombe d'un certain Drustanus, fils de Conomore et de sa compagne Oucilla. Plusieurs spécialistes y ont vu une mention de Tristan et Iseux, tandis que Conomore, un souverain breton célèbre pour ses méfaits, est aussi associé au roi Marc de Cornouailles. Seuls des textes fragmentaires nous sont parvenus du Moyen-Âge. Ils évoquent Tristan, originaire de Bretagne armoricaine, un orphelin recueilli par son oncle, le roi Marc de Cornouailles, propriétaire du château de Tintagel. Comme les héros de son temps, Tristan se distingue par ses exploits. Il tue ainsi le géant Morholt, qui en retour le blesse avec une épée empoisonnée. Tristan est ensuite soigné par Iseux la blonde, la resplendissante fille du roi d'Irlande. À son retour en Cornouailles, Marc lui annonce qu'il veut l'épouser, car un oiseau lui a apporté un cheveu de la belle. Il charge donc Tristan d'aller la chercher, mais entre l'Irlande et la Cornouaille, les deux jeunes boivent par accident un puissant filtre d'amour et tombent éperdument amoureux. Leur passion est irrépressible. Le roi Marc l'apprend et les condamne au bûcher. Mais les deux amants parviennent à s'enfuir et à se cacher dans la forêt de Mauroy. Quelque temps après, le roi Marc les retrouve, mais il est si ému par la force de leur amour qu'il les épargne. Touchés, les deux jeunes gens décident de se séparer. Iseux revient à la cour de Cornouailles et Tristan prend le chemin de sa petite Bretagne. Revenu au pays, Tristan livre plusieurs batailles. Il vient notamment au secours du comte du Poher, assiégé dans Carré par les Nantais. Il séduit et épouse alors la fille du comte, Iseux aux blanches mains, qui lui rappelle un peu son amour lointain. Mais il reçoit à nouveau une blessure empoisonnée et demande à son cousin Caerdine d'aller chercher Iseux la blonde, seule à même de le sauver. Si elle accepte de revenir, la voile du navire sera blanche et Tristan gardera l'espoir de guérir. Hélas, Iseux aux blanches mains surprend la conversation. En proie à une crise de jalousie, lorsque le navire transportant sa rivale approche de la Bretagne armoricaine, elle ment à son époux et lui dit que la voile est noire. De désespoir, Tristan se laisse mourir. À peine débarqué, Iseux la blonde le rejoint, s'allonge à ses côtés et trépasse elle aussi. Le roi Marc leur pardonne et ordonne qu'on les enterre côte à côte. La jalousie d'Iseux aux blanches mains et les exploits de Tristan font connaître le Poher et le centre-Bretagne dans tout l'Occident. L'ethnologue Alain Tanguy remarque, à propos de Carré, la capitale du Poher, régulièrement évoquée dans ses récits, la place privilégiée de la cité dans l'imaginaire culturel européen du Moyen-Âge. Non sans parfois quelques libertés avec la géographie, Carré étant souvent mentionné comme un port. Au-delà de son histoire d'amour tragique, l'épopée d'Iseux nous renseigne sur le statut des femmes dans les sociétés celtiques archaïques. Elles y bénéficient de droits juridiques plus importants que dans le monde gréco-romain, notamment en matière de divorce. À l'instar des grandes reines bretonnes, gauloises ou irlandaises, Iseux est aussi une incarnation de la souveraineté. Une souveraineté qui doit être conquise par la force ou par l'amour et qui demeure une notion féminine pour ces peuples. Récit universel, l'histoire de Tristan et Iseux illustre enfin les forts liens culturels entre ces Finistériens du Haut Moyen-Âge. Héritiers de traditions celtiques comme du souvenir de l'Empire romain, particulièrement les relations entre les Bretons de part et d'autre de la Manche qui se maintiendront pendant des siècles.